Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Nelly Garnier et Olivier D'Artigol. Et c'est l'heure du coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les deux gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne ont été subitement touchés par 3 grandes fuites. C'est le scénario du pire. Le Kremlin explique que ce gazoduc ne sera pas remis en service tant que les sanctions européennes ne seront pas levées. Une explosion sous-marine, ça peut être un accident, mais 3 explosions en quelques heures, ça ne peut pas être accidentel. Kiev qui dénonce au sujet de ces fuites une attaque terroriste planifiée par Moscou. Un jour où la Pologne et la Norvège annoncent l'ouverture d'un gazoduc entre les deux pays. Il y a déjà eu des actions suspectes en mer Baltique, notamment des câbles de télécommunication qui subitement ont été sectionnés. C'est une opération complexe qui ne peut être menée que par un pays. On en parle avec Philippe Bilger, avec Olivier D'Artigol et avec Nelly Garnier, pardon, excusez-moi, et notre invité aujourd'hui, Philippe. Et notre invité aujourd'hui, Denis Deschamps, géoéconomiste. Bonsoir Denis Deschamps. Bonsoir. On va faire un tour de table des vraies voix pour avoir leur avis. Vous avez entendu le mixage réalisé par l'excellent Benoît, notre réalisateur. Une telle opération, ça ne peut être qu'un état qui l'ait fait, Philippe Bilger. J'ai l'impression, mais avant, je voudrais dire que Denis Deschamps ne m'en veuille pas. Il a une double casquette. Dans les deux, je suis totalement ignorant, géo et économie. Mais pour rester sérieux... mais les deux associés, non? Voilà, même pas. Non, ça aggraverait mes lacunes. Mais sérieusement, alors, on sait, il paraît que il n'y a aucun doute sur le fait que ces 3 dégradations, explosions ne peuvent pas être accidentelles. À votre avis, je me permets de poser directement une question. Je n'imagine pas que la Russie ait pu avoir intérêt à les causer. Je me demande si l'Ukraine elle-même, mise en cause par la Russie, aurait eu intérêt à le faire. Si cette alternative n'est pas la bonne, à votre avis, qui peut être le pays coupable ? D'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Et Philippe, je ne vous crois pas. Vous avez toujours des questions pertinentes et des analyses très fines. Je cache bien mes lacunes. Escroc. Bon, alors on va essayer de combler quelques interrogations, en tout cas, cher Philippe. Alors, tout d'abord, il faut rappeler juste 2 points. Vous avez dit 3 fuites. Donc, il y a 3 fuites identifiées depuis lundi. Et la Suède a remarqué 2 explosions. Donc, en fait, pour juste vous situer, c'est entre la Pologne et la Suède. C'est une île, c'est pas loin de l'île de Bornholm. Donc, c'est en plein milieu de cette petite mer qui est là, la mer Baltique, et on est à 70 mètres de fond. Ce qui veut dire que pour des armées équipées, c'est très faisable et très facile. Pour des armées non équipées, non entraînées comme l'Ukraine, je ne sais pas s'ils ont la capacité à faire ceci. Maintenant, au niveau des origines. Alors, au niveau des origines, on va essayer d'être clair. Tout d'abord, on peut éliminer tout un tas de choses. Par exemple, l'origine sismique, c'est mort. On n'aurait pas entendu 2 explosions. Il arrive parfois, cher Philippe, pour vous taquiner, que parfois les requins posent des problèmes aux câbles sous-marins parce qu'ils se font les dents sur les câbles sous-marins. Et Google a eu cette mauvaise expérience sur un câble en fibre optique où ils ont été obligés de le sortir de l'eau pour le blinder. Donc vous voyez comme quoi tout est possible. Alors, on ne parle pas de maintenance, ni de travaux, ni d'accidents. Vous avez vu, là, apparemment, de ce côté-là, tout est écarté. Donc, en fait, forcément, par déduction, ça reste un attentat. Dans les attentats, effectivement, Philippe, vous avez soulevé la question, en fait, on est en train de créer un brouillard de guerre. Un brouillard de guerre, certains grands pays sont très forts pour le mettre en place, et on est en plein dedans. Alors d'abord, les US. Les Américains reprochent aux US peut-être d'être intervenus. C'est pour ça qu'ils veulent convoquer un conseil de sécurité pour que les Américains s'expliquent. Et bien évidemment, ils sont suffisamment malins pour rappeler la déclaration de Biden le 7 février. Je rappelle, la guerre a été déclenchée le 24. Le 7 février, Biden avait déclaré « Si la Russie envahit l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2 ». Bon, à côté de ça, vous avez l'Europe qui s'est défendue avec déclaration fracassante. Vous me direz, ça ne coûte rien de les faire. Où on va protéger toutes nos installations et on en tirera les conséquences. Par contre, il y a 3 pays qui sont très 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 inquiets.
Le premier, c'est la Norvège. Ils sont en état d'alerte, soyons très clairs. Et la Norvège a déclaré il y a quelques dizaines de minutes qu'ils ont remarqué des vols de drones suspects au-dessus de leurs installations en septembre. La Suède, vous avez vu qu'ils ont mandaté un procureur pour justement faire une enquête pour sabotage aggravé. Vous l'avez rappelé. Donc là, ils ont appelé leur office de renseignement pour faire une enquête. Et puis, il y a aussi l'Allemagne. L'Allemagne a très très peur pour ces installations. Et là, je ne vous cache pas qu'ils sont assez glacés. Maintenant, on revient... Oui. Denis, on va faire réagir les vraies voix. Olivier d'Artigol. Oui. J'écoutais les éclairages et décryptages, c'est passionnant. On est sur des enjeux à la fois de guerre, de communication, d'enjeux énergétiques. On voit combien la dimension énergétique est spectaculairement présente dans ce conflit. On se pose comme des béotiens, n'ayant pas tous les tenants et les aboutissants, la question à court terme, à qui cela profite sur la dimension énergétique, c'est-à-dire sur tout ce qui est aujourd'hui sous tension en termes d'approvisionnement, en termes de ressources, à qui profite cette opération ? Ah, mais ça, c'est la question clé, vous avez tout à fait raison. En réalité, je vous donne juste un chiffre pour que vous situiez la situation. La Norvège, à l'heure actuelle, est très sollicitée par l'Europe pour fournir le gaz à tous les Européens en échange du gaz russe. La production, elle est au maximum en Norvège et il tendrait à livrer à peu près 122 milliards de mètres cubes en 2022. Pour vous donner un référent, la Russie envoyait à l'Europe en temps normal avant la guerre 150 milliards de mètres cubes. Les Américains font une énorme pression sur l'Europe pour qu'ils achètent le gaz américain. Mais il est en GNL, donc il est en fait liquéfié. Il faut des installations, c'est lourd. D'ailleurs en France, on en prépare. C'est lourd, mais pour l'instant, ça profite aux Américains, indiscutablement. Peut-être au Moyen-Orient aussi, mais les routes sont un peu plus longues. Mais effectivement, là, la vraie question est là, et la Russie met ça en avant, vous avez tout à fait raison. Denis Deschamps, ça réagit au 0826 300 300. Je voudrais vous poser une question, c'est un tweet surprenant. Le président du groupe d'amitié Union Européenne-USA au Parlement Européen, le Polonais Radek Sikorski, a tweeté une photo de gaz remontant à la surface de la mer avec ce commentaire « Thank you USA ». C'est surprenant comme tweet, non ? Oui, tout à fait. On peut le lire de plusieurs manières d'ailleurs. C'est toujours très ambigu ça. C'est merci les USA de nous couper le gaz russe pour définitivement isoler la Russie, mais en même temps la Russie aurait tout intérêt aussi à ce que ça se passe. On va être tout à fait honnête. La Russie, il y a plusieurs hypothèses. C'est soit elle cherche à se victimiser, soit elle cherche à créer un problème majeur. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'en fait tout ça c'est contractualisé sur des années. Si elle est empêchée de livrer le gaz à la Russie, après il pourrait y avoir des sanctions économiques contre la Russie pour non-délivrance, non-respect du contrat. Si là les deux tuyaux sont définitivement coupés, là il y a un cas de force majeure, il n'y a plus de problématique de contrat. Et puis le dernier truc, c'est un message fort qu'elle enverrait à l'Europe en disant on ne veut plus du tout vous livrer. Et on a des appels 0826 300 300 avec Yves qui est avec nous. Bonsoir Yves. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir Sud Radio, bonsoir tous les participants qui sont d'un niveau, je suis même étonné, d'un certain niveau, car j'écoute d'autres radios évidemment, je n'écoute pas que Sud Radio, et je vois que pour ce sujet-là au moins, on apprend des choses. Non, je flatte personne, peu importe. Il y a un nouveau, il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Ça fait du bien d'entendre votre invité, qui est une personne très sensée et qui, à la limite, est à peu près de mon avis, d'ailleurs que je vais donner, qui a déjà répondu un peu à mon opinion, qui a déjà corroboré mon opinion, c'est-à-dire, si c'était les Russes qui avaient cassé les gazoducs, faites-moi confiance que le coin où ça se trouve, il suffit de regarder une carte, où ça se trouve pas loin de la Norvège, pas loin de la Pologne, dans la mer Baltique, tous les satellites espions USA, et Dieu sait qu'ils sont très très performants, auraient déjà délivré le coupable avec les photos et tout. Non, ce qu'il y a, et ça a été dit tout à l'heure, maintenant, ce n'est plus la guerre. La guerre est liée, on ne la connaît pas, on n'y est pas. C'est de la guerre de communication et un peu partout, et surtout en France, on est
comme des moutons de Panurge derrière M. Zelensky. Vous voyez, donc quand il dit rappelez-vous, je vais citer un petit exemple qui n'est pas très rigolo, évidemment, quand à Mariupol, les Russes avaient mis une frappe sur le théâtre et il y avait 500 morts. Et non, ce n'était pas 500 morts, c'était 500 morts, mais c'était des personnes de l'armée ukrainienne qui étaient là en attente. Comme on va faire réagir justement Denis Deschamps. Denis Deschamps, à qui profite le crime? C'est ce qu'on dit. Mais oui, vous avez déjà remarqué dans l'histoire, récente et moins récente, qu'il peut aussi arriver que un pays s'automutile, entre guillemets, pour justement attirer l'attention sur elle, et puis aussi pour justifier des interventions militaires massives derrière. Donc c'est déjà arrivé dans le passé, notamment par les Russes aussi. Il y a des forts soupçons sur certains attentats, en Tchétchénie notamment. Donc effectivement, à qui profite le crime? Il faut savoir, je rappelle juste 2 ou 3 chiffres. Le premier, c'est que l'Allemagne va avoir froid cet hiver, parce qu'elle n'a que 2 mois de stock. Donc elle risque d'avoir froid. Deuxième élément, la moitié des 2 pipelines seraient déjà vidés. Donc en fait, ils seront définitivement vidés à la fin de cette semaine. Et en fait, il restait plein. Il n'y avait plus de livraison, mais il restait plein pour des raisons techniques, pour pas qu'ils s'écrasent. Donc on aurait déjà 350 000 tonnes de gaz contenues dans les tuyaux qui s'échapperaient dans l'atmosphère. Soit l'équivalent, selon Greenpeace, c'est pas du tout mes calculs, mais selon Greenpeace, ça correspondrait à 30 millions de tonnes de CO2, soit les 2/3 des émissions annuelles du Danemark. En tout cas, il y en a qui vont avoir froid cet hiver. Mais et ça, en matière d'enquête, on attend peut-être une résolution dans combien de temps? Est-ce que on peut avoir, ça va durer quoi? Des jours, des semaines, des mois? Ça va durer au minima des semaines, parce qu'en fait, il faut attendre que le pipeline se vide avant d'approcher le pipeline, parce que là, il rejette son gaz. Donc, ce ne sera pas avant au moins une semaine ou 2. Ensuite, il faut disposer d'outils performants comme des mini-sous-marins, vous savez, pour aller voir ce qui se passe, parce que c'est apparemment clair qu'il y a eu des explosions. Et il va falloir trouver des preuves. Apparemment, la Norvège dit qu'il aurait fallu 700 kilos de TNT pour faire sauter les 2 pipelines. Donc, il y a peut-être des preuves d'où viennent les armes. Et puis, vous savez très bien que l'ONU a des qualités, mais aussi d'immenses défauts. C'est sa lenteur. C'est aussi le fait que tout le monde va s'accuser. Je vous parlais de brouillard de guerre tout à l'heure. Et tout le monde va s'accuser. Absolument. Nelly Garnier, une question. Oui, moi, en vous écoutant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on considère vraiment comme probable qu'il y ait des attaques sur nos fournitures d'énergie pendant l'hiver, et que est-ce que c'est probable qu'on cherche à nous couper l'accès à l'énergie, dans un contexte de guerre, et que les conséquences, elles soient très lourdes pour tous les pays de l'Europe occidentale? Bien sûr. Alors probable, le degré de probabilité, je ne sais pas, mais en tout cas c'est possible. Par contre, ce sont des installations comme très surveillées, effectivement également par des satellites, mais ce sont des installations très vulnérables. C'est comme les raffineries, c'est très très vulnérable. L'autre facteur, c'est qu'effectivement, si on attaque les installations, bien évidemment, on coupe aussi l'accès des Américains via le GNL par le nord de l'Europe pour distribuer leur GNL. Donc ça peut aussi couper cet accès-là. Donc effectivement, on est très dépendant d'un attentat terroriste, quel qu'il soit. J'ouvre juste une parenthèse. Vous savez qu'il y a eu aussi des rumeurs concernant la centrale atomique de Zaporijia. Vous savez qu'elle était détenue par les Russes, mais qu'en réalité, les Russes accusaient les Ukrainiens, les Ukrainiens accusaient les Russes. Mais il n'est pas impossible aussi de penser que les Ukrainiens cherchaient à atteindre la centrale pour mobiliser les opinions publiques européennes, parce que pour nous, la guerre n'est pas palpable à l'ouest de l'Europe. Mais si par hasard il y a des fuites radioactives, je ne vous cache pas que là, tout le monde serait impliqué. Et c'est un moyen d'impliquer par la force les opinions publiques et d'autres nations militaires dans le conflit. Ça peut être rapidement, Denis Deschamps, une question peut-être idiote. On est dans les eaux territoriales de la Suède ou pas, ou est-ce que... Non, on est en eau internationale. En eau internationale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, personne surveille réellement, puisque c'est ça. Alors je pense que il y a quand même pas mal de radars. Il y a l'OTAN aussi, l'OTAN marine qui surveille, parce que vous savez que la mer Baltique elle est quand même très très, en tout cas, elle est très passante. Et vous avez beaucoup de sous-marins russes d'ailleurs. Il se dit sur des blogs spécialisés que les Russes ont également beaucoup d'outils de sous-marins de petite taille qui sont capables d'intervenir sur des champs opérationnels comme ça. Donc c'est une petite mer où il y a beaucoup de monde. Il y a les 3 pays, donc il y a les 3 pays baltiques. Il y a Kaliningrad qui est juste en face. Oui. Il y a la Pologne. Il y a beaucoup de monde dans cet endroit-là. Il y a beaucoup de passages. Donc ça devrait se savoir assez rapidement quand même. Sauf que ça s'est fait de manière sous-marine.
Absolument. Oui. Merci beaucoup en tout cas, Denis Deschamps, géoéconomiste. C'était passionnant. La suite. Et Philippe Bilger a progressé dans les deux matières. Il est très bon. Monsieur Deschamps, vous êtes très bon. Vous êtes très clair. On est tout à fait d'accord avec l'auditeur qui a appelé. Je vous remercie beaucoup. Ils sont bons ces Deschamps en général. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans un instant. Allez, le quiz de l'actu, on va se détendre un petit peu. Ah oui, on va se détendre. Ah oui, il est content, Olivier d'Artigol. Non, mais il s'est concentré tout au long de ce moment. Nelly Garnier, ça va être vos débuts. Il va falloir y aller. J'ai rien lu aujourd'hui. Voilà, c'est très bien. Restez avec nous. J'ai eu des déconvenues. À tout de suite, c'est les bébés jusqu'à 20h. À tout de suite.